Je suis Xavier Prévost, je suis professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux, où j'exerce actuellement des fonctions à la présidence de l'université en charge de l'interdisciplinarité. Et je viens de finir une délégation à l'Institut universitaire de France avant d'entamer prochainement un projet de recherche financé par le Conseil européen de la recherche. Alors je travaille essentiellement sur le droit et la pensée juridique de la Renaissance. Et plus particulièrement, mes recherches ces dernières années ont porté sur la pensée juridique des juristes humanistes du XVIe siècle en particulier, notamment en France, et accessoirement sur l'histoire du droit des affaires à l'époque moderne, et plus spécialement de même au XVIe siècle. Alors j'ai consacré ma thèse de doctorat à Jacques Cujas, qui m'a beaucoup occupé également ces dernières années. C'est un juriste du XVIe siècle qui est né en 1522 et donc en 2022 on a fêté les 500 ans de Jacques Cujas. Et donc à l'occasion des 500 ans de Jacques Cujas, j'ai repris des recherches autour de cette figure, de ce juriste humaniste, qui ont permis de compléter les travaux que j'avais effectués dans le cadre de ma thèse de doctorat, et notamment en s'intéressant à la construction de la figure de Jacques Cujas comme grand juriste et à sa postérité jusqu'à aujourd'hui. Alors la pensée juridique à la Renaissance connaît d'importantes transformations qui sont liées de manière générale aux transformations de la Renaissance. Pour autant, ça ne signifie pas que la pensée juridique telle qu'elle se pratiquait au Moyen-Âge disparaît du jour au lendemain, loin de là. Les méthodes de réflexion sur le droit médiéval se poursuivent largement tout au long du XVIe siècle. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je travaille, c'est l'apparition de nouvelles méthodes, des méthodes qui sont liées à l'humanisme, et ce qu'on appelle donc l'humanisme juridique, qui, pour le coup, est une rupture, au moins affirmée par ces auteurs, qui affirment rompre avec les méthodes médiévales. Après, quand on regarde dans le détail, on peut nuancer un certain nombre de leurs prises de position. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quand on regarde sur une durée un peu plus longue, effectivement, ils introduisent une rupture dans les méthodes d'étude du droit. Alors, ce qu'on observe à la Renaissance, effectivement, c'est un développement des droits nationaux et en lien avec le développement de ces droits nationaux, notamment dans le cadre de la construction des États nationaux qui cherchent à développer leur propre droit national, eh bien, on va observer un certain nombre de juristes qui s'interrogent sur ce que peut être un droit national, et donc on a une forme de pensée juridique plus nationale qui apparaît, et cette grille de lecture a été appliquée par l'historiographie pour penser l'humanisme juridique, et donc c'est sur l'emploi de cette grille de lecture pour penser l'humanisme juridique que porte le projet de recherche que je vais développer au cours des 5 prochaines années. L'enjeu de l'humanisme juridique, c'est que c'est un mouvement multiforme et qui est difficile à cerner quand on le prend par un seul prisme. Et pourquoi ? Parce que les juristes humanistes, comme tous les humanistes, ont une approche encyclopédique du savoir, et donc ils s'intéressent à de très nombreuses disciplines. Et l'enjeu de ce manuel, c'est d'essayer de refléter toute cette diversité disciplinaire et aussi la diversité méthodologique, géographique de l'humanisme juridique. Donc c'est un manuel collectif pour lequel on a réuni avec Luigi Alberto Sanchi, qui dirige avec moi ce manuel, des spécialistes internationaux et des spécialistes qui viennent de disciplines extrêmement variées, la philosophie, la littérature, l'histoire, la philologie, évidemment aussi beaucoup de juristes, d'historiens du droit, pour essayer de donner un panorama qui soit le plus complet possible de ce mouvement et qui soit vraiment une initiation
qu'on puisse lire ce manuel, quelle que soit la formation d'où l'on vient, que l'on soit juriste, que l'on soit historien, que l'on soit spécialiste de littérature. Donc c'est vraiment une introduction qui sert ensuite à chacun pour entrer dans les œuvres de ces auteurs, de ces juristes, pour la plupart d'entre eux, de la Renaissance. Mon projet financé par le RC, il s'intitule Is This French? C'est son acronyme. Ça signifie que c'est l'acronyme de In Search of a Transnational History of the French Method of Teaching Law, c'est-à-dire la volonté d'écrire une histoire transnationale de la méthode française d'enseignement des droits. Qu'est-ce que c'est que la méthode française d'enseignement des droits? C'est la traduction de l'expression latine Mos Gallicus iura docendi. Et cette expression latine, elle sert dans l'historiographie à désigner l'humanisme juridique. On dit que l'humanisme juridique, c'est une méthode française, c'est le Mos Gallicus. Et donc, l'enjeu de mon projet, c'est de mettre en rapport cette appellation nationale de l'humanisme juridique en face de sa réalité qui est une réalité transnationale, puisque l'humanisme juridique au XVIe siècle, c'est un mouvement qui concerne l'Europe entière, même s'il connaît un développement particulier en France qui explique qu'on l'ait appelé Mos Gallicus. Et donc je vais essayer d'interroger la dimension nationale et la dimension transnationale de ce mouvement. L'enjeu, c'est d'interroger à la fois l'historiographie et les sources de la Renaissance. Pourquoi? Parce que je souhaite essayer de voir comment s'est cristallisée l'appellation méthode française pour désigner l'humanisme juridique. Et la question que je vais poser à l'historiographie, c'est est-ce que l'historiographie a une vision nationaliste, que ce soit lié à un nationalisme méthodologique ou que ce soit lié à un nationalisme juridique, de l'humanisme juridique. Donc pour ça, il y a un grand travail sur la bibliographie, sur l'historiographie, de dépouillement de ces historiographies en réalité, puisqu'elles sont diverses en fonction de là où elles ont été écrites, françaises, italiennes, allemandes, belges, néerlandaises, espagnoles, bref. Donc il va y avoir d'abord un premier gros travail qui est un travail sur l'historiographie, pour lequel l'idée c'est de construire une base de données, de récupérer le plus de données possible pour, en traitant ensuite ces données, d'essayer de visualiser des tendances, des éléments qui sont difficiles à saisir si on ne rassemble pas une masse de données importante. Et puis ensuite, évidemment, il va falloir s'intéresser directement aux sources du XVIe siècle. Et là, l'enjeu, ça va être de confronter ces questions nationales avec la dimension internationale, transnationale de l'humanisme juridique. Donc, dépouiller des sources à travers toute l'Europe et les confronter aux enjeux de l'époque, et notamment la construction des nationalismes juridiques. Alors j'ai choisi deux terrains particuliers qui sont assez logiquement le terrain français, puisque le Mos Gallicus c'est la méthode française, donc il me paraissait important d'interroger le terrain français, et à l'opposé un terrain qui est souvent dit comme déconnecté de l'humanisme juridique, au moins partiellement, qui est le terrain britannique. Alors déconnecté totalement souvent dans l'historiographie, le cas anglais, puisqu'on dit que la common law anglaise, bon, elle connaît un développement qui lui est particulier à partir de ce moment-là et qui est découplé de ce qui se passe sur le continent en termes de pensée juridique. Et puis un cas intermédiaire, toujours britannique, qui est le cas écossais, puisque dans le cas écossais, on a un système mixte qui emprunte à la fois à la common law anglaise et au droit continental, et on sait qu'il y a des liens importants entre des juristes écossais et des juristes humanistes. Un certain nombre de juristes écossais sont même des juristes humanistes. Et donc, je vais essayer de confronter le développement de ces formes nationales de droit avec ce mouvement transnational qui est l'humanisme juridique. Et puis, enfin, développer des études de cas très particulières sur des aspects de l'humanisme juridique lui-même à l'échelle transnationale. Ces études de cas, elles vont être menées par moi et par mon équipe. Donc, je vais recruter une équipe de recherche, un ingénieur, 2 postdoctorants et 3 doctorants, et plus un gestionnaire pour gérer le projet.
Sur la dimension transnationale, en particulier, je vais recruter 3 doctorants avec l'idée que chacun d'entre eux fasse une micro-histoire transnationale de l'humanisme juridique en étudiant des nœuds du réseau de l'humanisme juridique. Donc l'histoire transnationale, c'est, pour le dire assez simplement, l'étude des circulations et donc des réseaux qui se constituent à l'échelle transnationale, qui donc dépassent les frontières nationales. Et l'idée, c'est de se concentrer sur des nœuds de ce réseau pour faire une micro-histoire. Et donc qu'un doctorant étudie un juriste qui est un vecteur particulier de diffusion de l'humanisme juridique par ses propres circulations, les postes qu'il a occupés, que ce soit potentiellement dans les universités, dans des institutions, les missions qui lui ont été confiées, par évidemment les voyages aussi qu'il a pu faire, par la transmission de sa pensée, par sa correspondance, donc de nombreux vecteurs. Qu'un autre doctorant étudie, lui, un ouvrage spécifique qui a été un vecteur de transmission de l'humanisme juridique, donc étudier cet ouvrage en lui-même et évidemment sa circulation, ses éditions, ses mobilisations, les citations qu'on peut en trouver, les remplois qui ont pu en être faits. Et puis enfin qu'un troisième doctorant étudie un lieu particulier, donc dans l'idée c'est étudier une faculté de droit, qui soit un point de rencontre où convergent plusieurs éléments caractéristiques de l'humanisme juridique, des juristes, justement, un lieu peut-être d'impression aussi, et duquel ensuite se diffuse l'humanisme juridique. Et puis moi-même, l'idée c'est que j'écrive une histoire transnationale de l'humanisme juridique qui soit à la fois la synthèse des travaux faits dans le cadre du projet et puis qui explore aussi un certain nombre de dimensions qui n'ont pas été explorées ailleurs dans le projet, des zones géographiques particulières qu'on n'aurait pas explorées. Alors c'est difficile de dire ce qu'on ne va pas explorer, mais potentiellement il va falloir faire aussi des recherches sur l'Europe orientale, l'Europe du Nord, la Scandinavie, potentiellement par exemple. Et puis des points peut-être étudier un peu plus des aspects plus difficiles à cerner comme les notes de cours qui peuvent être une ressource très intéressante, des manuscrits. Et donc ça va être mon travail pour cette histoire transnationale d'un point de vue macro cette fois et non plus micro. Le projet commence par la constitution d'une base de données qui est une base de données historiographique, bibliographique, puisque la question de départ, c'est en quoi sommes-nous dépendants aujourd'hui de la lecture qui a été faite dans le passé de ce mouvement qu'est l'humanisme juridique. En quoi nos grilles de lecture reposent sur des grilles de lecture du passé qui ont été écrites dans des contextes particuliers. Donc la première étape, ça va être de dépouiller toute la bibliographie qui a été consacrée au Mos Gallicus, en particulier celle qui emploie l'expression Mos Gallicus, mais plus largement à l'humanisme juridique, et de rentrer, de coder dans cette base de données toutes les informations qui vont nous être utiles justement pour ensuite visualiser ces données. Et au terme de ce processus, cette base de données, elle sera mise à la disposition de toute la communauté scientifique et même beaucoup plus largement avec une interface simplement, facilement interrogeable. C'est des outils assez courants aujourd'hui qui permettront d'accéder assez facilement à ces ressources qui en plus pour une partie d'entre elles sont numérisées, donc on pourra aussi accéder directement à ces ressources et puis le projet pourra lui-même participer à la numérisation d'un certain nombre de ressources. L'idée aussi, c'est si c'est possible, et ça on le verra au cours du projet, d'essayer de développer aussi potentiellement une base de données sur les sources de l'humanisme juridique elle-même, donc de la Renaissance. Donc ça c'est à construire, à voir au fur et à mesure du développement du projet, mais ça permettrait aussi d'accéder plus facilement à ces ressources et notamment à celles qui ne sont pas encore bien identifiées, bien cataloguées aujourd'hui.
Et puis évidemment, après, il va y avoir les productions scientifiques, les articles notamment, et puis les thèses et ouvrages dont je viens de parler. Mon projet ERC, il n'a rien de révolutionnaire et je pense que le message que je veux délivrer, que j'aimerais délivrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour se lancer dans un projet ERC. Il faut avoir évidemment une vraie question de recherche qui vienne remettre en cause, interroger un acquis de la recherche, le questionner, mais ce n'est pas forcément tout balayer, tout remettre en cause. Simplement, ce qu'il faut réussir à démontrer, c'est un projet qui soit solide et qui nécessite ce financement spécifique pour pouvoir être mené. Donc l'idée, c'est qu'on a une question de recherche et que si on n'obtient pas ce financement, on ne pourra pas la mener à bien dans cette dimension. Alors après, il y a différentes stratégies pour mener un tel projet. Moi, ma stratégie, ça a été de prendre mon temps et de le faire de manière assez collective. Ça reste un projet individuel évidemment, mais j'ai sollicité beaucoup de collègues qui ont relu mon projet dans les différentes étapes, qui m'ont posé beaucoup de questions, des collègues avec cette expérience. Parfois, certains candidats montent leur projet de leur côté en quelques semaines, quelques mois. Moi, ça m'a pris plus d'1 an pour monter mon projet, travailler les différentes versions, me faire accompagner, le questionner. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est de bien se préparer, vraiment, et de trouver une méthode qui soit adaptée à sa personnalité, parce qu'il faut aussi que dans le projet, on fasse ressortir sa personnalité, parce que c'est un projet qui est personnel, et donc que ce soit quelque chose qui soit assez cohérent avec la manière dont on fait de la recherche et les réseaux dans lesquels on est intégré, qu'on va mobiliser. Donc il n'y a pas, je pense, du tout de recette miracle, mais il faut avoir une question forte dont on est convaincu et surtout se dire que elle est adaptée à un projet qui dure 5 ans et qui va mobiliser 1-2 millions d'euros, donc qui nécessite de réunir autour de soi une équipe, des missions importantes, l'achat de matériel qui sont donc prévus par ce type de financement.